Parlez-nous des étapes pour en arriver à créer un tel spectacle. Je vais te laisser la parole, Carl. Ah ben oui, hein, écoute, merci. Alors les étapes pour créer un spectacle comme ça prend 3 ans. Donc là, on a déjà terminé la première du spectacle, c'était le 1er juillet, et on va commencer cet été à créer, à envoyer des idées, à se dire qu'est-ce qu'on va créer comme spectacle l'année prochaine, dans 3 ans. Après ça, on se réunit 7 personnes pendant 2 ans de temps. On pense le spectacle, on l'imagine, on le prête à un dialoguiste qui va, avec un maquettage qu'on fait pendant plusieurs rencontres, on va créer l'histoire avec des petits bonhommes, puis pour valider qu'on puisse faire tout on est rendu à 8 marionnettistes, qu'on peut faire tout à 8 marionnettistes. Puis après ça, on lui remet ça, puis elle a fait des versions de textes, de dialogue. Puis après ça, nous, on va le prendre, on va aller en lecture publique, on invite des gens avec nous autres, on fait une lecture devant tout le monde, on prend les commentaires de tout le monde. Après ça, l'auteur retourne au bureau et finalement, on passe. Pendant ce temps-là, on commence à faire la création. Là, on est rendu à la 3e année. On est en train de créer les marionnettes, créer la scénographie que vous voyez tout autour ici, puis on enregistre les voix. Dans les 2 derniers mois, on passe 180 heures de répétition, le metteur en scène, le répétiteur et les marionnettistes à répéter le spectacle à temps plein pour finalement arriver 3 ans plus tard à la première. Et puis voilà, on est bien heureux de ça. Quelle qualité ça demande pour bien manipuler les marionnettes? Bien, c'est particulier la marionnette géante. C'est parce que nous, on s'amuse à dire que c'est un art sportif. C'est vraiment au croisement de l'artistique, bien sûr, et du sport, parce que ça demande des exigences physiques assez intenses. On a tout un entraînement. Nous, on est formés sur place, donc on a vraiment un entraînement qui va avec notre travail. Avant le spectacle, on s'échauffe aussi. On a 30 minutes d'échauffement. Donc, je dirais qu'une bonne condition physique, là, déjà, à la base, c'est important. Puis, bien sûr, tout le côté artistique, bien, nous, on est issus de différents milieux, mais surtout du théâtre. Le milieu du théâtre, on a étudié en théâtre au cégep à l'université. Donc, on a la créativité, l'imaginaire au rendez-vous, puis ensuite, on ajoute les habiletés plus techniques, physiques. Il y a aussi, en fait, ce qui est spécifique aussi à la Dame de cœur, c'est que c'est des grosses marionnettes, donc on est plusieurs à manipuler les marionnettes. Donc, il y a vraiment le côté synergie d'équipe, le travail d'équipe qui est super important. Il faut que tout le monde soit à la bonne place au bon moment, puis sans ça, on s'en sortirait pas. Comment en êtes-vous arrivé à faire ce métier? Mais un peu comme je disais tout à l'heure, on a étudié là, pour la plupart en théâtre. Moi, j'ai un baccalauréat en théâtre. Ensuite, j'étais passionnée du théâtre jeune public. Donc, je me suis spécialisée, je suis allée chercher beaucoup de formations privées en marionnettes parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore, aujourd'hui, il y a un cours spécialisé en marionnettes à l'UQAM. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Donc, je suis allée faire un séjour en France, j'ai pris plein de formations. Après, j'ai découvert le Théâtre de la Dame de cœur qui nous a formés. Et là, pour moi, c'était le coup de cœur pour cette compagnie-là qui était justement au croisement de tout ce que j'aime. Le sport, il y a les prouesses physiques, l'artistique, donner vie à des personnages. C'est vraiment de la magie qu'on fait ici. Ben, comme tu disais, en fait, chacun a un parcours différent. Moi, j'ai étudié en interprétation ici à Saint-Hyacinthe. Après ça, j'ai décidé de me former comme auteur, compositeur, interprète. Fait que j'ai fait de la musique, je jouais des chansons. Puis après ça est venu le retour au théâtre. Puis après ça, tranquillement, pas vite, j'ai glissé dans la marionnette avec les formations de la Dame de cœur, avec les formations avec l'Association québécoise de marionnettistes qui offre plein de formations. Donc avec Claire Higgins qui vient de France, compagnie Eudard Klein aussi qui vient de France. Avec plein de gens, on s'est formés chacun différemment. Puis on a tous eu un petit coup de cœur pour la Dame de cœur. Parlez-nous de votre centre d'interprétation des marionnettes. Alors, notre centre d'interprétation qu'on appelle, nous, le Simbad, on s'amuse à dire que c'est notre centre de retraite de marionnettes parce qu'une fois que les marionnettes ont terminé leur spectacle, on leur donne une autre vie. On les expose dans le centre d'interprétation. Ça nous permet d'accueillir le public avant les spectacles, d'un peu démystifier cet art-là. Avec la formule musée. Mais aussi, on accueille des groupes scolaires tout le long de l'année et des camps de jour, toujours dans le but de faire découvrir c'est quoi la marionnette géante, comment ça fonctionne et qu'ils puissent aussi expérimenter. C'est vraiment ça l'intérêt. Donc, avec les jeunes qui viennent nous visiter, on va créer des marionnettes. On va donner un petit cours de manipulation. Ils vont, 3 personnes par marionnette parce que, comme le disait Carl, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, ils vont donner vie aux personnages avec les histoires qu'on raconte.
Donc, ça leur permet aussi de découvrir. C'est de la médiation culturelle. La médiation culturelle, c'est permet de faire connaître ce qu'on fait ici et aussi montrer que la marionnette, le marionnettiste, déjà, c'est un métier. Il y a des gens qui gagnent leur vie comme marionnettistes. Et la marionnette, c'est un art à part entière. Alors, on a aussi, le Simbad aussi se déplace. Donc, on reçoit, oui, les gens ici, mais des fois, quand c'est un petit peu plus loin, je sais qu'Élise est allée aux îles du Prince-Édouard. Il y en a qui sont allés au Saguenay. Donc, on se déplace avec le même concept. On arrive avec nos marionnettes géantes, puis on montre toute la même chose. C'est juste que c'est moins magique qu'au Simbad, parce qu'au Simbad, vous êtes englobé de grandes marionnettes, mais on réussit quand même à apporter cette magie-là, parce qu'on transporte avec nous des marionnettes géantes aussi. Fait qu'on fait découvrir à plein de monde le merveilleux monde de la marionnette géante. Bien, salut, moi c'est Angélique. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'histoire du TDC, du Théâtre de la Dame de Cœur. Au début, on n'était pas un théâtre de marionnettes géantes, mais un théâtre d'acteurs tout simplement, et nos spectacles se déroulaient dans le vieux moulin qui est encore sur notre site. Le premier spectacle qu'on a fait, c'est la légende de la Noire et de la Blanche. Ça a été le Bing Bang créatif qui a maintenant mené à faire des spectacles de marionnettes géantes. Ils se sont inspirés des maïs, qu'est-ce qui les environnait, et ensuite le spectacle se déroulait sur l'eau à la croisée des deux rivières sur le site. C'est pour ça que ça s'appelle La Blanche et la Noire. Ensuite, on a aussi fait des spectacles partout à travers le monde, dont ici, Harmonie. On a Shin et Aki, deux enfants médecins qui guérissent à l'aide de leurs animaux les maux de la planète. Dans le fond, ça a été coproduit avec le Japon selon une légende japonaise. Dans le fond, eux, ils grimpaient sur leur grand pélican et ils pouvaient guérir la planète. Ça a été traduit en 6 langues et tourné un peu partout dans la planète Terre. Donc, on est vraiment en expansion partout. Aussi, on a fait des grands déploiements. On a fait Windhoek avec le Cirque du Soleil. Ça a été joué pendant 4 ans au Madison Square Garden à New York. On a fait la scénographie, les marionnettes géantes. On a aussi fait la mi-temps de la Coupe Grey, les Jeux de la francophonie. Puis pour ces grands plateaux-là, nous, on utilise aussi la pyrotechnie et la projection vidéo pour en mettre plein la vue aux spectateurs. On a aussi fait des bateaux marionnettes pour un important centre culturel à Singapour, à l'autre bout du monde. On est vraiment en expansion partout. L'emprise, ce sont des aventures immersives. Expliquez-nous, c'est quoi une aventure immersive? Bien, une aventure immersive, c'est vraiment une pièce où les gens sont pas enfermés, mais on va dire qu'ils sont confinés et ils doivent trouver une manière de résoudre les énigmes, réussir la quête et sortir de la pièce en dedans de 60 minutes. Donc, ils ont 60 minutes pour trouver tous les secrets de la pièce, trouver pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, et ensuite, ils sortent. Est-ce que la majorité des gens réussissent? Ici à l'emprise, tout le monde a vraiment une chance réelle de réussir. Puis nos maîtres de jeu aident les groupes à vraiment avoir une vraie chance de réussir. Parlez-nous des différents scénarios d'aventures immersives que vous offrez. Présentement, on a 5 scénarios. On a Delirium, qui est un atelier de magicien. On a Cargo, qui est un bateau qu'on simule qui est en train de couler, puis que vous avez 60 minutes pour trouver vos vestes et vous échapper avant que vous soyez noyé. On a Dans un univers près de chez vous, qui est une parodie du Romano Fafard. On a aussi Maria, qui est une chapelle hantée où vous devez réussir à entrer jusqu'à dans le fond de l'église pour pratiquer un exorcisme. Et on a aussi Les Rois de l'évasion, qui est vraiment un jeu d'évasion de base avec des barreaux de prison, des menottes et tout ça. Qui crée des scénarios? Est-ce que c'est difficile de créer une aventure immersive? Ici, à l'emprise, ce sont tous nos employés qui créent nos scénarios. On s'est constitué une équipe de gens dans nos employés, puis c'est nous qui créons vraiment
tout. Le visuel, les pièces, le graphisme, la musique, vraiment tout. Quelle qualité ça prend pour être un bon joueur d'une aventure immersive? Ça prend quelqu'un qui communique beaucoup. Ça prend quelqu'un, lorsqu'il trouve un cadenas à 3 chiffres, qui dit à tout le monde « J'ai trouvé un cadenas à 3 chiffres ». Comme ça, lorsqu'une personne trouve une combinaison à 3 chiffres, puis qu'elle le dit, bien, tout de suite, on a un match. Les gens qui ne communiquent pas, bien, ça oblige les gens à trouver le cadenas et la combinaison. Est-ce que c'est conçu pour tous les âges, même les enfants? Oui, bien sûr. C'est sûr que notre scénario Maria est un petit peu lugubre, fait qu'il pourrait faire peur, admettons, à des gens plus effrayés dans le noir, des choses comme ça, mais c'est pas fait pour vous faire peur. C'est juste plus lugubre. Notre scénario de Dans une galaxie près de chez vous, qui s'appelle Univers, lui est un petit peu plus difficile que la moyenne. Donc, ça prend des joueurs un peu plus expérimentés pour qu'il y ait du plaisir dedans, mais sinon, tous les autres, il n'y a aucun problème. Quel type de clientèle vient jouer chez vous? Nous, notre clientèle préférée, c'est les jeunes familles. Des parents avec des enfants, ça, c'est vraiment chouette. Ça met beaucoup de vie et c'est vraiment très amusant. Aussi, tous les parties de bureau, tout ce qui est corporatif, ça marche vraiment bien. Puis, comme je vous dis, nous ici, les gens ont vraiment une chance réelle de réussir tout le temps. Donc, on est dans la réussite, la victoire, le bonheur. Donc, Parlez-nous des autres activités que vous offrez, comme le Restopub ludique, ainsi que votre application mobile. On est présentement dans notre Restopub ludique. Ici, on a à peu près 600 jeux en démonstration. On a près de 550 jeux à vendre. Le but, c'est que les gens viennent essayer les jeux avant de les acheter. En plus, on a un service de bar complet, restaurant et tout ça. Donc, ici, même chose, les petites familles sont les bienvenues. On a même des mocktails sans alcool. C'est vraiment cool. Puis on a des nachos vraiment géniales. Même chose, ici, on a 80 places assises. Puis ce qui est un peu notre force, c'est les parties de bureau. C'est les sociaux corporatifs. Donc, les gens viennent faire un jeu d'évasion, ils viennent prendre une bière ou une consommation en bas. On a même un service de traiteur à l'interne. On peut offrir des repas gastronomiques, 3, 4, 5 services, sans aucun problème. Oui, puis il y a aussi, nous, pendant la pandémie, on a développé une application mobile qui s'appelle Link Jeux d'aventure. C'est au www.linkjeuxdaventure.com. Et vous avez une série d'histoires qui sont déployées présentement dans 26 villes au Québec. Donc, on a une quinzaine d'histoires qui sont disponibles. Et c'est comme une chasse au trésor à pied dans les villes. Quels sont vos projets ou objectifs pour votre entreprise pour les prochaines années? Nous, on veut être les rois du monde. Non, c'est sûr que la pandémie a fait en sorte qu'on a pris un petit peu de recul. On a eu moins de clients que prévu ces 2-3 dernières années à cause de ça. Mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est de se repositionner dans notre marché corporatif. Là, on a loué un autre local à côté, puis on va bâtir plus de salles de jeux d'évasion. Donc, vraiment, là, dans les prochaines années, là, on aimerait ça consolider nos choses pour être une place, là, une des grosses places au Québec pour faire du jeu d'évasion. Cette semaine à Scolaire Le Monde, On vient regarder les belles œuvres de Jessica Peters. Comment avez-vous choisi les sujets pour vos œuvres? C'est une bonne question. Je dirais que c'est surtout en parlant avec Robert.
qui m'a fait découvrir beaucoup de choses sur plein de lieux de la région. J'avais déjà une petite idée. Il y avait des choses que je voulais vraiment faire. Les ponts, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée dans leur architecture. J'avais envie de les faire. Quand j'ai su qu'il y en avait 3, bien, c'était encore mieux. Il en reste seulement un maintenant, mais ou sinon, je voulais choisir aussi des lieux qui étaient importants pour moi et la communauté. Des lieux qu'on connaît tous ici en habitant dans Argenteuil et qu'on côtoie. Mais des fois, à force de les voir, on les voit même plus. Fait que là, c'était une belle façon de les faire redécouvrir par le monde. Est-ce que vous en avez une que vous préférez plus que les autres? Oui. J'aime beaucoup les ponts, justement, à cause de l'architecture. Il y a aussi le bâtiment de la MRC d'Argenteuil que j'ai fait, que j'aimais beaucoup. C'était pas tout à fait ce que je pensais que ça allait être au début, puis j'ai été, même moi, surprise du résultat, que je l'aime vraiment. Ou sinon, je suis quand même assez satisfaite en général de tous les tableaux. Mais mes 2 préférés, c'est les ponts et la MRC. Expliquez-nous le processus que vous avez dû faire pour en arriver à ce résultat. Ça, c'est un long processus. En fait, c'est pas trop compliqué. J'ai utilisé beaucoup d'informations que Robert m'a données, des photos du lieu actuel, des photos anciennes qui venaient de Robert aussi. J'ai essayé de mélanger des éléments des 2 ensemble pour essayer de faire un tableau. C'est sûr que j'ai essayé aussi de cacher des petits éléments que vous allez voir juste si vous écoutez les capsules vidéo de Robert aussi. Fait que c'est ça, c'est un mélange des images des 2 époques que j'ai utilisées avec les choses qui m'intéressaient le plus, puis j'ai travaillé avec la peinture et le collage après ça. Tu sais, le choix du parc Baron puis des ponts, c'était pas vraiment compliqué. Bien, c'était un choix logique, je trouvais, dans le projet, parce que premièrement, le parc Baron, bien, tout le monde le connaît, tout le monde sait c'est où. Beaucoup de gens le fréquentent aussi. Les ponts, en fait, là, on en voit 3. Actuellement, il y en a seulement un. Celui-là ici, avec le petit bonhomme sourire, là, vous le voyez, c'est celui qui est encore là aujourd'hui. Mais le pont gris qu'on passe dessus couramment, bien, celui-là avait une grande structure aussi avant. Il a été démoli parce que les camions ne pouvaient pas passer dedans, les camions de chargement. Fait que l'autre pont, plus loin, c'est un autre ancien chemin de fer. Si vous passez dans le parc Baron, on voit encore là, les espèces de pierres sur le bord de l'eau. Il y avait aussi un autre pont avec une grosse structure qui était là avant. Avec un train. Fait que dans le fond, là, vous voyez ce qui était là, puis là, vous voyez l'affiche de la ville de la Chute, l'affiche numérique que j'ai rajoutée, puis le petit bonhomme sourire. T'sais. Fait qu'on a un mélange des choses actuelles, des bâtiments qui étaient là, le tic géant, l'ancien tic géant, excuse-moi, avec le petit toit jaune qu'on reconnaît. Fait que c'est ça, j'ai fait un petit mélange de choses qui étaient là. Ici, on voit un pont avec 2 structures différentes, fait que ça évoque comme le passé et le présent en même temps. Mes techniques, c'est long, c'est beaucoup de couches. Je travaille avec l'acrylique. J'aime beaucoup travailler avec les textures. Là. Je pense que ça se voit beaucoup dans les tableaux. Quand je peins, j'utilise beaucoup de masking tape pour faire des lignes droites. Fait que ces tapes-là, je les récupère souvent quand il y a une belle texture. Fait que si on peut voir de près, là, cette section-là, le pont est fait avec des masking tape enlevés que j'ai réutilisés dans le tableau. Fait que c'est un mélange de peinture et de collage. C'est la première fois, en fait, que je fais des tableaux comme ça, là, avec le mélange des 2. Normalement, c'est soit en peinture et soit les collages comme on a là-bas. Mais pour le projet, j'ai décidé d'intégrer les 2. Quand tu commences, là, est-ce que tu as déjà l'idée que tu vas faire 3 ponts? Tu as déjà l'idée que tu vas faire l'affiche? Ou ça y va au fur et à mesure que tu crées? Bien, en général, non. Mais pour ce projet-là, vu que j'avais des images puis que j'ai commencé à travailler avec des photos, je savais déjà un petit peu les éléments que je voulais intégrer dans le tableau. Mais il y a toujours des surprises en cours de route. Il y a toujours des choses qui apparaissent, d'autres que tu fais comme « Ah, finalement, ça donne pas ce que j'avais envie », puis tu changes en cours de route. Mais ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens, probablement, qui reconnaissent des lieux. Puis, en fait, il y a des personnes plus âgées qui sont venues au vernissage aussi, qu'eux connaissaient les lieux d'avant, comme l'hôtel de ville, l'auditorium, des trucs comme ça. T'sais, il doit y avoir tellement d'anecdotes. Il y avait des balles, plein de rencontres là-dedans avant. Fait que je me dis, c'est le fun pour eux de redécouvrir ces endroits-là. La bibliothèque, il y en a beaucoup qui l'ont connue dans le temps qu'elle était fonctionnelle aussi. Fait que c'était le fun d'entendre les histoires du monde au vernissage. Ou sinon, j'ai eu des beaux commentaires là, en général sur mes techniques, sur les textures, les couleurs. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que mon travail avait changé dans les dernières années, que c'était
plus chargé, peut-être plus figuratif aussi, mais là, ça va peut-être avec le cadre du projet aussi. Dans le fond, là, je sais pas si on voit, ça, c'est l'hôtel de ville actuel, mais derrière, il y avait comme des gros piliers devant, puis c'était vraiment un bâtiment complètement différent, la façade. Puis en haut, c'était marqué auditorium en gros. C'était vraiment spécial, là, le clash des architectures puis des époques dans les photos actuelles et anciennes. C'était quand même inspirant là, pour ce tableau-là. Fait que oui, ça a passé au feu. On le voit, il y a un petit feu ici au centre. Ça a passé au feu, des sections qui ont été ajoutées, enlevées, la Maison de la Culture qui a été rajoutée par après. Fait que c'est comme un mélange de plein d'architecture, ce bâtiment-là. Puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Racontez-nous votre parcours artistique. Bon, bien, mon parcours artistique, j'ai commencé les arts plastiques en secondaire 5 grâce à France Lyonnais à la Polyvalente Lavigne. Avant ça, je faisais de la danse, je sais pas pourquoi. Après ça, elle m'a incité à aller en arts plastiques au cégep parce que je savais pas trop quoi faire. J'ai adoré ça. J'ai décidé de continuer à l'UQAM en art. Donc, j'ai un baccalauréat en art visuel. Et après mon bac, bien, j'ai eu la chance d'exposer directement dans une bonne galerie à Montréal. J'ai fait plein d'expositions, de groupes solo, des expos à New York, à Toronto, des foires. Puis je suis avec une galerie à Montréal depuis 2012 à peu près. J'expose à Montréal à chaque 2 ans à peu près. C'est à quel endroit, la galerie? Galerie Simon Blais, sur Saint-Laurent. Qu'est-ce que vous aimez le plus quand vous faites des œuvres artistiques? Bien, je pense que c'est assez évident que j'aime beaucoup l'architecture. J'aime beaucoup faire des bâtiments, surtout des bâtiments moins modernes, des bâtiments de la région aussi. Je pense que j'ai toujours représenté des lieux de mon entourage. J'aime beaucoup le mélange entre les lignes droites et la texture. Je travaille vraiment beaucoup avec la texture. En gros, c'est pas mal ça. C'est vraiment le contraste entre la texture puis les lignes définies et l'architecture. Est-ce que tout le monde peut développer des habiletés des arts selon vous? Je pense que oui, si l'intérêt est là. Je pense que n'importe qui adore l'art, qui a le goût d'en faire, à force de te pratiquer puis d'essayer des choses, à un moment donné, tu développes un style à toi, puis tu peux le faire. Quels sont vos futurs projets? Pour le moment, celui-là, je travaille dessus depuis vraiment longtemps. Je suis en train de le finir. Mes futurs projets sont pas commencés. J'ai un projet de petites montagnes en vraiment beaucoup de textures et surtout des collages pour une prochaine exposition. Fait que je vais récupérer beaucoup de masking tape pour faire une série de collages.